Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Caraïbes. Ce soir, votre émission vous emmène sur deux petites îles, deux joyaux en pleine révolution. Anguilla d'abord empoche depuis quelques années des millions de dollars sans rien faire, une bonne surprise venue de l'essor de l'intelligence artificielle. Escale ensuite à Barbuda. L'île sœur d'Antigua suscite l'appétit de promoteurs immobiliers. Des investisseurs construisent de luxueux hébergements qui modifient le paysage. Un développement inquiétant pour de nombreux habitants. A tout de suite. Avant de découvrir ces reportages, revenons tout d'abord sur le débat des réparations. La question a ressurgi ce mois-ci à l'occasion du bicentenaire de la dette d'indépendance d'Haïti. Il y a 200 ans, ce pays a payé à la France le prix fort pour sa liberté et sa reconnaissance, une injustice historique reconnue par Emmanuel Macron. Le président de la République reste toutefois silencieux sur la demande de restitution financière initiée par Jean-Bertrand Aristide. L'ancien chef d'État haïtien avait mené en 2003 une intense campagne pour que la France rembourse l'argent donné aux esclavagistes. Retour sur cette page d'histoire avec Michel Gendre. Réparation, restitution, c'était le slogan du président Aristide en 2003, à la veille du bicentenaire de l'indépendance d'Haïti. Un refrain ressassé à longueur de journée sur les ondes. On voulait pousser l'ancienne puissance coloniale à restituer l'argent qui a servi à indemniser les esclavagistes au XIXe siècle. La France a extorqué indûment de l'argent au peuple haïtien lors du paiement de la dette de l'indépendance, une dette en 1825 forcée par Charles X sur le gouvernement de Boyer. Dans l'année 1825, en bas gros pression et menaces, la France mettait main en bas gorge nous, l'on fait gouvernement Boyer a payé 90 millions de francs l'or. Après avoir obtenu au prix de notre sang notre indépendance, il a fallu, pour que le pays puisse commencer à respirer, à commercer, à avoir des relations diplomatiques avec le reste du monde, que nous payions une très forte somme à la France pour réparer les préjudices causés aux colons. Nous avons payé en tout 90 millions de francs or de l'époque, mais les préjudices causés aux esclaves n'ont pas été dédommagés. En réclamant des réparations en espèces sonnantes et trébuchantes pour cette histoire longtemps occultée, Jean-Bertrand Aristide s'est attiré l'animosité des autorités françaises. Paris a voulu sa tête et a poussé à le mettre hors jeu. C'est chose faite le 29 février 2004. Le président Aristide est débarqué et poussé à l'exil, officiellement pour éviter un bain de sang et apaiser le climat insurrectionnel qui régnait dans le pays. Les ambassadeurs de France et des États-Unis lui ont dit qu'il serait tué, que sa famille serait tuée, ainsi que ses partisans s'il ne partait pas immédiatement. Paris et Washington sont à la manœuvre. Dans la foulée du départ, des légionnaires français débarquent à Port-au-Prince et les Marines occupent le palais national. Ceci en pleine année du bicentenaire de l'indépendance, un camouflé pour l'ancien prêtre. Le 7 avril 2003, le président Aristide a parlé officiellement de restitution et de réparation. Je crois que pour toutes les puissances qui se sentent concernées, c'est un mauvais précédent. Et on ne lui a pas pardonné, et je pense que ça a durci considérablement aussi les relations entre les ambassades. L'ambassadeur français à l'époque, Thierry Burkhardt, qu'on a interviewé, lorsqu'on lui a posé la question si la question des réparations avait joué un rôle dans son départ, il a indiqué que ça avait probablement joué un petit rôle, une partie, que c'était une partie de la raison de son départ. Jean-Bertrand Aristide dévoile pour la première fois sa revendication lors du bicentenaire de la mort de Toussaint Louverture. Le héros révolutionnaire enfermé et sacrifié par Napoléon est célébré en grande pompe. Devant des milliers de sympathisants,
Le président Aristide dénonce le fait qu'Haïti ait été forcé de s'endetter pour verser des indemnités à ses anciens maîtres. L'esclavage puis la dette de l'indépendance ont conduit au mal développement et cela mérite compensation. Aujourd'hui, comme du temps de l'esclavage, les puissants choisissent de maintenir les peuples noirs dans la plus cruelle servitude. Restitution et réparation pour nous, victimes de l'esclavage, il en faut bien. Parce que l'esclavage est un crime contre l'humanité, il nous faut, premièrement, restitution, deuxièmement, réparation. Et face au sourire gêné de l'ambassadeur de France, le président Aristide dévoile au centime près sa revendication financière. Aujourd'hui, nous réclamons au moins la valeur capitalisée pour l'année 2003, soit 21 milliards 685 millions 135 571,48 $ US. L'énormité et la précision de ce montant ont suscité des railleries à l'époque, mais cette somme n'était pas si farfelue que cela. C'est ce qui ressort de l'enquête minutieuse menée en 2021 par des journalistes du New York Times. Ils ont épluché les registres et chiffré le montant de la rançon payée par Haïti à la France, soit un total de 560 millions de dollars en valeur actualisée. Ils ont pu du coup estimer les pertes que cette somme a générées pour Haïti. On a travaillé avec une quinzaine d'économistes pour établir différents scénarios. Le scénario le plus pessimiste, c'est un scénario qui nous amène à une perte économique pour Haïti sur 200 ans de 21 milliards de dollars actuels. Et le scénario le plus optimiste, c'est une perte de 115 milliards de dollars actuels, ce qui représente à peu près 8 fois le PIB haïtien aujourd'hui. La France est évidemment très mal à l'aise avec ce passé qui refait surface. Interpellé, le président Jacques Chirac avait à l'époque balayé la requête et pris de haut Jean-Bertrand Aristide. Vous le savez, j'ai la plus grande sympathie pour le pays et pour sa population. Et avant d'évoquer des contentieux de cette nature, je ne saurais trop conseiller aux autorités haïtiennes d'être très vigilantes sur, je dirais, la nature de leurs actions et de leur régime. Nous ne nous attendions pas automatiquement, parce que la République d'Haïti a posé le problème de la restitution de la dette de l'indépendance, que la République française allait d'un seul élan de gaieté de cœur dire oui, d'accord, nous sommes d'accord, c'est vrai, le paiement a été indu et on fait un chèque et on liquide ça. Non, ceci doit faire l'objet de négociations. La République française, le peuple français n'est pas notre ennemi. Il y a une injustice persistante vis-à-vis d'Haïti qu'il faut corriger. Et nous allons nous battre. La demande Aristide, elle va mettre extrêmement mal à l'aise les autorités françaises. Ça, c'est absolument indéniable. Et d'autant que c'est une question qui est très, très mal connue en France, celle de l'indemnité. Alors, autant l'histoire de l'esclavage est un domaine qui s'est développé au fur et à mesure, mais qui en 2003 n'est pas encore extrêmement connu. Mais autant la question de l'indemnité, elle est inexistante d'une certaine façon en termes de connaissances. La France décide du coup de faire l'autruche. À Port-au-Prince, les manifestations en faveur de la restitution s'enchaînent devant la représentation diplomatique française. Sollicité à l'époque, l'ambassadeur Thierry Burkhardt fait profil bas. Il a ordre de s'abstenir de tout commentaire, même si la campagne d'Aristide agace au plus haut point. Parler du passé esclavagiste et de réparation est tabou. On craint un effet domino. Ouvrir la question de la dette, de l'indépendance, de la double dette, c'est risquer d'ouvrir en fait une forme de boîte de Pandore pour la France. Que si la France accédait à la requête d'Haïti de restituer une partie ou toutes ces sommes qui ont été prises en Haïti au début du 19e siècle,
alors elle créerait un précédent pour ces anciennes colonies. Au silence des autorités françaises, Jean-Bertrand Aristide répond en faisant plus de bruit. Au Palais national, compositeurs, poètes et chansonniers sont invités à donner de la voix, mettent leur talent et leur créativité au service de la restitution. Le 17 avril 1825, Charles X fait gros pression sur nous pour nous payer 90 millions de francs. Pour l'indépendance, nous, mes amis, pour qui ça? Pour l'injustice, ça. La chanson est un moyen efficace pour véhiculer des idées. Jean-Bertrand Aristide l'a bien compris. Il a lancé un grand concours pour attirer les artistes. Les 150 millions. Alors, mémé, je viens aujourd'hui. Mémé, je frappe à ta part. Je ne suis pas venu quémander, mémé. Je viens réclamer ce que tu veux toi, mémé. Mémé, tu me donnes mon putain de fric, mémé. C'est mon argent. C'est l'argent de père. C'est l'argent de mes enfants, mémé. Restitue-moi mon fric, mémé. Restitue-moi mon argent, mémé. Mémé, c'est tous ceux-là qui nous ont mis sous cet esclavage, ceux-là qui nous ont extorqués, ceux-là qui nous ont humiliés. Et en particulier, notre mère, la France. C'est une mère qui a oublié ses enfants. Et c'est comme une marâtre qui a oublié que c'est la mère patrie. C'était elle. Elle doit s'en souvenir. Les allées du Palais national sont aussi transformées en galeries d'art, en musée de la restitution. Toutes ces toiles sont une commande du président. Les plasticiens ont travaillé sur le même thème, matérialiser le concept de restitution. Allégorie qui mieux est capable d'utiliser pour représenter ton pays, c'est la femme. Donc nous avons ici Négressa, qui c'est Haïti, et là nous avons Française là. Donc on sentit action, mais qu'a fait un mouvement de demande, mais sous forme de c'est prend sa coulis, c'est pas une demande que de la demander la charité. Donc et dans l'Elsa nous avons Française là qui vraiment saisit l'étonné et par contre qui ça vous le dit. Donc finalement ce tableau c'est l'horloge de la justice. En 1804, il était raisonné pour que l'Haïtien ait l'indépendance. En 2004, il raisonnait encore pour nous faire la France, réparer tout tort des faits peuple haïtien et pour nous remettre les sommes que de forcer le peuple à payer pour l'indépendance. Au total, quelques 700 œuvres ont été récoltées et les artistes invités au Palais le jour du 9e anniversaire du retour d'Aristide au pouvoir. Tout un symbole. Le 15 octobre 1994, nous étions de retour. Le 15 octobre 2003, nous sommes au musée de la restitution. Quelle différence y aurait-il entre le retour et la restitution? Le retour est l'impossible devenu possible. La restitution, c'est l'impossible qui sera rendu possible. J'ai dit et redit qu'il faut passer par la voie de la concertation et pas celle de la confrontation pour arriver à cette restitution. Et on y arrivera ensemble. Pour l'instant, ça a été la voie de la confrontation avec la France? Non, nous ne voulons pas qu'il y ait la voie de la confrontation, toujours celle de la concertation. Dans le respect mutuel, par le dialogue, on y arrivera. On connaît la suite. Jean-Bertrand Aristide s'y est retrouvé dans un avion quelques mois plus tard, exilé. Et sa revendication, définitivement enterrée par la France. La commission chargée à l'époque d'élaborer un rapport sur les relations franco-haïtiennes a soigneusement étouffé cette demande de restitution. Même si nous avons jugé la demande de restitution non pertinente en termes juridiques et historiques, nous l'avons néanmoins traitée avec sérieux et attention comme le signe d'une demande de reconnaissance de la part du peuple haïtien, en tout cas du gouvernement haïtien. Les nouvelles autorités haïtiennes, adoubées par la communauté internationale, se sont aussi empressées de clore cette affaire. Aux côtés d'un Jacques Chirac tout sourire,
Gérard Latortue, le chef de gouvernement au provisoire haïtien, enterre cette question de la dette de l'indépendance. Eh bien, nous avons parlé d'un nouveau départ que nous souhaitons en Haïti avec la France. Après les problèmes des dernières années où les relations étaient un petit peu affectées négativement par tous les efforts de l'ancien régime pour demander une restitution de la dette de l'indépendance, eh bien, aujourd'hui, nous savons bien que légalement, il n'y avait aucune base à cette demande. Je suis obligée de reconnaître que en 2003, bien que je sois spécialiste de l'histoire de l'esclavage, et bien que je connaisse l'histoire de Saint-Domingue également, j'en savais vraiment très peu sur cet aspect-là, c'est-à-dire sur l'indemnité, ce qu'on appelait la dette de l'indépendance d'Haïti. J'en savais très peu. Depuis, on a beaucoup plus travaillé la question, et la question, elle mérite encore beaucoup de recherches. Certains ont appelé cette exigence la rançon de l'indépendance. Eh bien, quand je viendrai en Haïti, j'acquitterai à mon tour la dette que nous avons. Cette déclaration surprise du président François Hollande réveille en 2015 la demande de restitution. Nous sommes à la veille d'une première visite officielle d'un chef d'État français en Haïti, et ces paroles donnent un second souffle au fameux slogan lancé 12 ans plus tôt par Jean-Bertrand Aristide. Mais l'espoir est tué dans l'œuf. À Port-au-Prince, le président Hollande est contraint à une explication de texte. Ses propos ont semé le trouble, voire le mécontentement. S'il reconnaît que la France a une dette envers Haïti, celle-ci n'est pas à ses yeux de nature monétaire. Il y a une dette morale qui existe. Cette dette morale, je l'ai évoquée en Guadeloupe, à Pointe-à-Pitre. Et j'ai rappelé même ce qu'avait été, hélas, une réalité. C'est qu'il a été demandé à Haïti de payer le prix de son indépendance. Pour la petite histoire, au moment où François Hollande monte sur la tribune où il va prononcer son discours et où de fait il va dire que c'est une réparation morale, en fait il trébuche. Et parmi les Haïtiens qui sont en train d'attendre ce discours, on dit, ben voilà, ce sont les lois qui se vengent sur lui et qui finalement essayent de le faire chuter parce que son propos n'est pas acceptable. Bien sûr, il y a l'histoire. On ne peut pas changer l'histoire. Mais on peut changer l'avenir. Et c'est ce que je suis venu vous dire aujourd'hui. Changer l'avenir ensemble. En 2010 déjà, lors du séisme, la visite express de Nicolas Sarkozy avait ravivé des souvenirs amers. C'était la première fois qu'un chef d'État français visitait l'île depuis l'indépendance. Le président Sarkozy s'était donc vu lui aussi rappeler le contentieux. La colonisation, l'esclavage, les conditions de la reconnaissance de notre indépendance ont fait mal. Font encore mal quand on y pense. Nous avons une histoire partagée, vous et nous. Cette histoire partagée est douloureuse. Et la France ici n'a pas laissé que des bons souvenirs. Et je dois en prendre compte. Une histoire, on la regarde en face. On ne la conteste pas, on ne la nie pas, on l'assume. Haïti, la première république noire, a été la seule colonie au monde qui a dû payer à ses anciens maîtres le prix de son indépendance. Une plaie du passé qui a bien du mal à cicatriser. Prenons maintenant la direction d'Anguilla, un territoire britannique d'outre-mer très chanceux. Des millions de dollars tombent dans les caisses du gouvernement grâce à un trésor numérique, son point AI, l'équivalent du point .fr pour les sites internet français. Toutes les sociétés du numérique veulent ce nom de domaine car il fait référence à l'intelligence artificielle et cela rapporte gros à Anguilla avec une manne qui dope le PIB de l'île.
Découvrons les premiers projets financés grâce à cette ressource avec ce reportage réalisé avec Stéphane Petitfrère. Le point AI, comme vous le savez probablement, c'est quelque chose de majeur, c'est mondial. Et Anguilla en bénéficie certainement et en tire d'énormes bénéfices grâce au nom de domaine .ai. Lorsque ChatGPT est sorti, nous étions à environ 1 million par mois, 1 million de dollars par mois. Et ce chiffre a été multiplié par 4 entre fin novembre 2022 et avril 2023. Je remercie certainement Dieu pour ça. J'ai décrit le point AI comme une aubaine, comme si Dieu souriait au-dessus de nous. L'histoire que nous allons vous raconter est inédite dans la Caraïbe. Au nord de Saint-Martin, l'île d'Anguilla vit un conte de fées, du moins sur le papier. Jusqu'ici, la principale source de revenus de ce territoire britannique d'outre-mer, c'est le tourisme de luxe. Des visiteurs fortunés viennent principalement des États-Unis et du Canada. Au programme, les joies du nautisme et de longues promenades avant le coucher du soleil, comme ici à Mitts Bay, l'une des plages emblématiques de l'île. Ce qui séduit le plus en Anguilla, ce sont ces plages incroyablement calmes. Non seulement elles sont magnifiques, mais on y croise rarement des gens. Donc vous pouvez avoir un séjour relaxant. Ma femme et moi sommes venus il y a 20 ans et nous sommes revenus avec les enfants. Ces plages valent le coup. Elles font partie des plus belles plages que j'ai eu la chance de voir dans ma vie. Je suis très contente d'être ici. Nous sommes venus ici il y a 5 ans pour la première fois. En sommes tombés amoureux. Nous les avons invités et nous revenons chaque année. Si le tourisme reste le pilier de son économie, Anguilla ne mise plus seulement sur le sable fin pour attirer des visiteurs. Pour empocher des dollars et financer son avenir, son gouvernement dispose désormais d'une ressource tombée du ciel. Son nom de domaine, le point AI. Pour être visible sur Internet, une entreprise ou une institution utilise un nom de domaine. Il est composé du nom, par exemple Caraïbes, puis d'une extension qui indique le pays, le .fr pour la France, le .us pour les États-Unis et le .ai pour Anguilla. Heureux hasard. Le nom de domaine d'Anguilla est vraiment un cas assez unique parce que, alors à la base, c'était un nom de domaine qui devait servir à indiquer un territoire, à savoir ce territoire des Caraïbes qui a 15 000 habitants. Et puis après, avec l'explosion de l'intelligence artificielle, c'est devenu très prisé à l'échelle mondiale. AI en anglais, c'est l'abréviation d'Artificial Intelligence, l'intelligence artificielle. Des startups et des géants de la tech ont donc commencé à convoiter le point AI, incontournable pour attirer les internautes vers leurs sites respectifs, l'équivalent d'une bonne vitrine pour une boutique physique, l'équivalent d'une marque. L'avènement de ChatGPT a fait en sorte que l'intelligence artificielle générative et conversationnelle deviennent au bout des doigts des utilisateurs dans le monde. Donc sûrement le fait que le point AI soit devenu une marque si convoitée a beaucoup à voir avec l'arrivée de ChatGPT et de ses frères et sœurs de plus en plus nombreux. L'intelligence artificielle générative, c'est une catégorie d'IA capable de créer du contenu de façon autonome, à la demande, dans un langage courant. On parle de texte, d'images, de vidéos, de sons, bref, des contenus qui copient ce qui peut être conçu par des humains, une technologie à la popularité croissante. Ceux qui veulent accoler le point AI à leur adresse web doivent payer. Chaque enregistrement coûte $140 pour 2 ans renouvelables. Certains noms de domaines recherchés sont même vendus aux enchères, avec à la clé le jackpot pour le gouvernement d'Anguilla. Rien qu'en 2023, plus de 20% de ces ressources proviennent du point AI, soit près de 32 millions de dollars, une croissance exponentielle sous le marché des noms de domaine. Le point AI est devenu une ressource stratégique aux revenus récurrents. Pendant une
trentaine d'années, un homme veille sur le nom de domaine d'Anguilla. Son nom, Vincent Kate. Né aux États-Unis, cet informaticien s'installe sur l'île caribéenne, attiré par le faible niveau d'imposition. Pour ce libertarien, ce paradis fiscal est l'endroit idéal pour faire des affaires. Ce passionné de cryptographie financière déménage à la fin de l'année 1994. Quand je suis arrivé ici, je voulais gagner ma vie. Il n'y avait ni Internet, ni email sur l'île. Les gens utilisaient des fax. J'ai donc créé un service de messagerie. Les gens utilisaient leur téléphone, leur modem, leur ordinateur pour m'appeler et envoyer et recevoir des emails. Mon ordinateur recevait un appel des États-Unis 3 fois par jour et les allers-retours étaient très rapides. Pour installer ce service, je voulais un nom de domaine, un .ai. Je voulais enregistrer un .ai de l'étranger. J'ai donc contacté le dieu d'Internet de l'époque, John Postel. Il m'a répondu que personne ne s'en occupait. Il fallait bien que quelqu'un s'en occupe pour que je puisse créer mon nom. Est-ce que je voulais vraiment m'en occuper ? J'ai dit « OK ». Tout en lançant différentes sociétés, Vincent Kate gère le nom de domaine dans ce bureau aux allures de caverne d'Alibaba pour geeks. À ses côtés, l'un de ses fils qui travaille avec lui. Grâce à un système automatisé, ils gèrent le nom de domaine. Ils prétendent que l'activité ne les occupe à l'époque qu'1 heure par jour en moyenne. L'ordinateur faisait tout le travail, il est par là. Il s'appelle epp.us.ai. Les ordinateurs des gros acteurs du marché du nom de domaine se connectaient à cet ordinateur. Ils pouvaient enregistrer des noms de domaine et c'est cet ordinateur qui gérait tout automatiquement. C'est tout ? Cet ordinateur le faisait, oui, ce petit objet. $200 000 par jour transité par cet ordi. C'est assez incroyable. Plus de 600 000 noms de domaine sont créés en une trentaine d'années. Preuve de la demande qui vient du monde entier pour cette ressource, devenue emblème numérique d'Anguilla. Je pense que c'est plus fiable que le pétrole. Avec le pétrole, vous êtes en concurrence avec d'autres pays. Et le prix du pétrole peut baisser. Et c'est pareil avec le tourisme, non ? Nous sommes en concurrence avec d'autres pays. Si Cuba s'ouvre et que les Américains peuvent soudain accéder à de très belles plages grâce à un vol très court, il y aura peut-être moins de touristes à Anguilla. Des imprévus peuvent survenir, un ouragan peut nous anéantir pour toute la saison, n'est-ce pas ? Alors que ça ne va pas bouger, c'est très fiable. Et personne ne peut rivaliser. Nous possédons le .ai, personne d'autre ne peut gagner autant d'argent avec ça. Que faire de cette manne financière ? Pour le savoir, direction l'aéroport d'Anguilla. La construction du nouveau terminal débute en 2024. C'est le projet économique majeur du pays, financé en partie par les revenus générés par le .ai. Pour maintenir son statut de destination touristique haut de gamme et s'adapter aux prévisions de croissance, Anguilla va offrir un équipement plus moderne aux visiteurs. L'infrastructure pourra accueillir 200 passagers par heure au lieu de 65 aujourd'hui, soit une capacité multipliée par 3. C'est ce que nous confie un ancien ministre en charge du tourisme et des infrastructures. Il y voit un cercle vertueux. Le secteur du tourisme génère des emplois dans le secteur de la construction. Donc ils travaillent main dans la main. Idem pour la pêche, d'autres secteurs, l'agriculture, tout est lié au tourisme. Ici, sur ce site, 155 ouvriers travaillent maintenant, soit près de 1% de la population. Quand vous transposez ce nombre, vous réalisez combien un nombre significatif de personnes travaillent sur le site de l'aéroport. La piste d'atterrissage va aussi être rallongée pour accueillir de plus gros avions et proposer plus de vols directs. Ce chantier sera fini cette année. J'espère que nous pourrons commencer l'extension. 2 échéances attendues avec impatience par les professionnels du tourisme, comme ces chauffeurs de taxi. Quand les passagers vont arriver sur l'île, ils seront bien accueillis dans un meilleur environnement. C'est le plus important, vous savez. Quand vous arrivez quelque part pour la première fois, vous voulez être dans un très bel endroit au lieu d'un vieux bâtiment. Parfois, vous attendez au soleil, donc cela signifiera beaucoup pour le tourisme à Anguilla. À l'instar de la construction du nouveau terminal, Hayden Hughes reste actif sur le terrain pour promouvoir la rénovation du réseau routier.
Sur les réseaux sociaux, l'ex-ministre affiche ses visites sur des chantiers attendus de longue date. À Anguilla, avoir le permis de conduire et posséder une voiture, c'est indispensable pour circuler. Le territoire ne dispose pas de transport public. Autre projet financé en partie grâce au point AI, des soins de santé gratuits proposés aux personnes âgées de 70 ans et plus. La mesure est lancée en 2023, idéale pour éviter aux patients de se rendre à Saint-Martin pour des rendez-vous médicaux, comme en témoigne ce médecin qui exerce dans ce dispensaire. Beaucoup de personnes quittaient Anguilla pour consulter un médecin. Pour ce que je considère comme des soins de base, le suivi de l'hypertension artérielle et du diabète. Ce que nous voyons maintenant, c'est l'amélioration des soins de santé et l'amélioration de l'accès aux soins, de sorte que davantage de patients peuvent rester sur l'île pour recevoir les soins dont ils ont besoin. Ce qui est mieux pour eux, comme pour nous. Plus de 1300 personnes âgées en bénéficient. Parmi elles, cette commerçante qui travaille à quelques mètres du dispensaire. Je travaille depuis l'âge de 13 ans et j'ai toujours travaillé. Je ne fais pas d'exercice. Donc je sens que quand je sors travailler, je fais ce qu'il faut pour avancer, pour rester en forme. Comme vous pouvez le voir, j'ai 71 ans, bientôt 72. Difficile à croire, non? J'ai choisi de continuer tant que ma santé le permet. Elle se rend en consultation tous les 2 mois pour surveiller son hypertension artérielle et son niveau de cholestérol. Si je vais à l'hôpital, je n'ai rien à payer. Si je reste 2 ou 3 semaines, c'est gratuit. Mes enfants et mes petits-enfants n'ont plus ce problème pour payer mes frais de santé. Si je vais faire des prises de sang, ils économisent au moins $2000 ici. Les soins de santé gratuits concernent aussi les enfants âgés de moins de 6 ans. Et c'est cet homme qui a impulsé cette mesure. Leader de l'opposition au Parlement et médecin de formation, Ellis Webster a occupé le fauteuil de chef de gouvernement de 2020 à février 2025. Ces programmes et politiques n'auraient pas pu être mis en œuvre si nous n'avions pas les revenus pour le faire. En fait, en tant que territoire d'outre-mer, nous avons un gouverneur du Royaume-Uni. Lorsque nous allons au conseil exécutif, nous devons être en mesure de montrer que nous pouvons financer n'importe quelle politique que nous menons. Les recettes d'enregistrement des noms de domaine en .ai étaient une façon pour nous de prouver au Royaume-Uni que nous pouvions les financer. Il était donc plus facile de mettre en place certaines de ces politiques et programmes. Les recettes du point AI donnent au pays une marge de manœuvre inespérée pour assurer l'indépendance financière du territoire. Une manne bienvenue, alors que son parti politique avait remporté les élections générales en pleine pandémie de Covid-19. Quand nous sommes arrivés, il y avait environ $980 000 des Caraïbes orientales. C'était en 2020. Puis c'est passé à 2 millions, puis 8 millions... puis 24 millions, puis ça a commencé à augmenter de façon exponentielle. J'étais très content parce que j'ai pensé qu'il était temps pour Anguilla d'avoir une chance. We're also building a compassionate society, taking care of our children and our seniors through En dépit des projets lancés, l'APM, le parti d'Ellis Webster, perd la majorité lors des élections générales de février 2025. Il n'est pas réélu. Pour comprendre les raisons de sa défaite, direction Radio Anguilla. Nous y retrouvons ce journaliste qui a suivi la campagne électorale. Pour lui, la clé du scrutin n'était pas la stratégie autour du point AI, mais plutôt une promesse non tenue sur une taxe locale. La taxe sur les produits et services a été mise sur la table après son arrivée. Lors de la campagne précédente, celle de 2020, l'équipe du Dr Webster a fait campagne pour ne pas introduire cette taxe. Elle en parlait comme d'une mauvaise taxe, qu'elle serait une source de problèmes pour le gouvernement. Cependant, une fois au pouvoir en 2020, les caisses étaient vides. Il n'y avait presque pas d'argent, les gens souffraient, se plaignaient. Il a donc fallu rapidement évaluer la situation. Le gouverneur de l'époque, Tim Foy, alors gouverneur britannique, a indiqué au Dr Webster « Vous avez le choix. Soit vous me présentez un rapport et me dites comment vous comptez vous sortir de cette situation rapidement, ou soit vous optez pour l'autre option, dont personne ne veut en Anguilla, déclarer le territoire en faillite et laisser le gouvernement britannique prendre le relais. Personne ne veut de cela. »
Le gouvernement de l'époque étend finalement cette taxe sur la consommation aux services, et cela les électeurs ne l'ont pas oublié. Visiteurs comme locaux la payent à chaque sortie au restaurant. Elle s'élève à 13% de l'addition. Cette taxe est aussi appliquée sur certains produits et services dans les supermarchés, aux grandes dames des consommateurs. Si je vous parle de la TVA, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Le diable. Pourquoi le diable? Parce qu'elle laisse moins d'argent, n'est-ce pas? Malgré elle, cette taxe est devenue un symbole de la vie chère sur une île où la majorité des denrées consommées viennent d'ailleurs. Dans ce supermarché, peu de légumes proviennent d'Anguilla. C'est très difficile de produire ici, à cause de notre sol et la pluviométrie est très faible. Dans ce rayon ici, ces produits ont poussé localement. Les aubergines, les piments, les tomates, tout le reste est importé. Certains viennent de la République dominicaine, d'autres de la Dominique, mais la majorité est importée de Miami. Dans un contexte international tendu, avec la guerre commerciale lancée par le président des États-Unis, la population attend un geste du nouveau gouvernement. Le parti, le Front Uni d'Anguilla, l'a bien compris. Dans une chanson diffusée lors de la campagne électorale de 2025, le pouvoir d'achat fait partie des slogans repris en chœur. Une fois élue, la chef de file du parti entend répondre aux attentes. Elle prévoit de remanier la taxe sur les biens et services dans les prochains mois. Une réforme possible grâce aux excédents des recettes générées par cette taxe, mais pas seulement. Nous sommes convaincus de pouvoir y parvenir, car nous savons que le point AI génère des revenus supplémentaires imprévus. Cela nous donne la marge de manœuvre budgétaire nécessaire pour mettre en œuvre les plans que nous souhaitons. Cora Richardson-Hodge a d'autres projets. Pour le long terme, elle souhaite entre autres créer un fonds souverain. À plus court terme, intégrer des cours de code dans le programme scolaire. De quoi assurer à Anguilla une place à la pointe de la technologie. Une ambition affichée par l'un de ses ministres. Notre plateforme était axée sur la transformation numérique. Elle ne se limite pas à exploiter les revenus générés par l'IA. Elle vise à faire d'Anguilla la capitale mondiale de l'intelligence artificielle. Cela implique de diversifier notre économie touristique en facilitant le tourisme de conférence. Prenons l'exemple de ce matin où j'étais en communication téléphonique pour organiser une conférence mondiale sur l'IA qui se tiendra ici. Avant de voir éclore cette facette du secteur touristique, le gouvernement dit garder un œil attentif sur un dossier sensible. Depuis la mi-janvier 2025, une société états-unienne gère les enregistrements de noms de domaine en .ai. Il s'agit d'Identity Digital. Dès octobre 2024, ce choix est entériné par le gouvernement dirigé par Alice Webster. Le contrat de 5 ans écarte ceux qui ont assuré ce service ces dernières années, les Kate, un choix discutable pour le père et le fils. Je pense qu'il aurait été préférable qu'ils prennent le projet en main et le gèrent eux-mêmes. Mais ce n'est pas un choix insensé. Tout ira bien probablement. Il y a un léger risque qu'un jour ils se retrouvent en conflit, que ça se complique au tribunal et qu'ils n'obtiennent pas l'argent ou quelque chose du genre. Mais il est fort probable qu'ils s'en sortent. Lors de la signature d'Identity Digital et de la conférence de presse, l'une des promesses de cette société était de former des Anguillais à la gestion du nom de domaine. Et vous savez, toutes ces promesses. Et je n'ai encore rien entendu dire sur la formation de locaux. Même s'ils ont tourné la page, les Kate n'en reviennent toujours pas d'avoir été écartés de la gestion du nom de domaine. Il y a une certaine amertume dans leur façon de procéder. L'ancien chef du gouvernement a par exemple insinué que je volais peut-être de l'argent ou quelque chose du genre, ce que j'ai trouvé ridicule. Je les payais des millions de plus. On leur donnait un pourcentage plus important chaque mois, ce qui n'était pas prévu par notre contrat. On leur payait 94% et tout ce qu'on avait à payer, c'était 75%. Parce que j'ai donné le point AI à Anguilla et que nous avons fait du bon travail, nous avions un service exceptionnel. Nous répondions à presque tous les courriels en quelques minutes dans la journée, ce qui est bien mieux que n'importe quelle autre entreprise en termes de résolution de problèmes. Et nous sommes passés de rien à $200,000 par jour, ce qui, je pense, est certainement le pourcentage le plus élevé de tous les petits pays, quel que soit leur budget.
Malgré tout, les Keïtes se disent prêts à mettre leurs compétences au service du gouvernement d'Anguilla, avec un conseil qu'ils ne cessent de répéter, tout faire pour éviter de tuer le point AI, la poule aux œufs d'or de leur pays. Barbuda, l'île sœur d'Antigua, suscite l'appétit de promoteurs et investisseurs étrangers. Le gouvernement antiguais va en faire le nouveau Saint-Barth, encore plus exclusif et privé. Villas haut de gamme et aéroports pour jets privés sont déjà sortis de terre. Des projets qui bouleversent le mode de vie d'une population locale très attachée à la préservation de son territoire. Une lutte aux allures de David contre Goliath, comme vous allez le voir dans ce reportage réalisé il y a 3 ans par Michel Gendre. C'est dans ce décor paradisiaque qu'un restaurant de renommée internationale a élu domicile en 2021. Une initiative de l'acteur américain Robert De Niro qui a un coup de foudre pour Barbuda depuis des années. Avec son associé japonais, le chef Nobu, véritable star de la nouvelle cuisine asiatique, l'enseigne qui porte son nom s'est donc implantée ici. Dans un esprit chic et décontracté, la clientèle vient déguster des sushis haut de gamme aux accents sud-américains et caribéens. Une empreinte gastronomique unique qui attire la jet-set et les riches gourmets des îles avoisinantes. Nobu Barbuda est devenu la bonne table où il faut être, un endroit branché et très en vogue. Nobu au milieu de Barbuda, c'est très insolite. C'est une sorte de cachette secrète. C'est très agréable, très attirant. La nourriture est bonne, le service impeccable, le prix très élevé. Oui, c'est très cher, mais c'est Nobu. Quand tu viens chez Nobu, tu sais ce qu'il faut payer, tu en profites. Nobu fait la fierté du chef de gouvernement d'Antigua et Barbuda. L'enseigne est un pôle d'attraction, le symbole de la renaissance de l'île sœur. Beaucoup de visiteurs qui voyagent dans la Caraïbe, ceux qui sont à Saint-Barth et ailleurs, font un vol en hélicoptère jusqu'à Barbuda pour manger chez Nobu et les yachts viennent aussi. Donc c'est une attraction en soi et nous sommes très heureux d'avoir ce restaurant à Barbuda. En fait, Robert De Niro s'est également engagé à commencer son projet cette année. Il devait débuter la construction de quelques propriétés de luxe qui devaient déjà s'étendre il y a quelques années et qui promettent de faire partie d'un projet passionnant. Autour de son restaurant, la star hollywoodienne dispose de plus de 160 hectares. Une concession obtenue à vil prix de l'État antiguais. Le bail fait d'ailleurs l'objet d'un contentieux avec les Barboudiens. Sur les vestiges du Key Club, un hôtel emblématique abandonné il y a près de 20 ans, et que l'ouragan Irma a fini de balayer, Robert De Niro compte bâtir des villas avec piscine privée. Le Key Club était le repère de célébrités et de têtes couronnées. Diana, la défunte princesse de Galles, prenait régulièrement ses quartiers d'hiver ici pour des vacances discrètes. Elle aussi avait un coup de cœur pour cette plage, qui porte aujourd'hui son nom, et qui est déjà en train de changer de visage car Robert De Niro n'est pas le seul investisseur. À la pointe sud, le littoral est en pleine bétonisation. Des promoteurs ont le feu vert pour transformer Barbuda en refuge de la jet-set fortunée, pour en faire un Saint-Barth encore plus exclusif et privé. Le projet suscite des crispations au sein de la population locale. À peine remis de l'ouragan Irma, les Barboudiens ont le sentiment d'être secoués par une nouvelle tempête, d'être dépossédés de leur territoire. Tous ces projets et activités de développement constituent une deuxième catastrophe bien plus grave pour nous en tant que Barbudiens que la catastrophe de l'ouragan Irma. Nous vivons en fait une grande catastrophe et c'est le résultat de la politique du gouvernement central. Barbuda est à une quarantaine de kilomètres de son île sœur Antigua. C'est seulement à bord de ces petits avions de 9 places que l'on atteint cette île aussi grande et plate que Marie-Galante. Vue du ciel, son approche offre déjà un aperçu des bouleversements en cours. Sur cette péninsule, tout le paysage est actuellement remodelé afin d'accueillir notamment un futur parcours de golf. Une fois survolé le lagon,
L'atterrissage se fait sur cette courte piste destinée uniquement aux avions légers. Bienvenue à Codrington. C'est l'unique bourgade de l'île et elle fait office de capitale. Cette agglomération, quelque peu abandonnée, n'a pas retrouvé sa population d'avant-ouragan. Quelques 200 à 300 Barboudiens ne sont pas revenus. De toute façon, on croise ici plus d'animaux que d'humains. C'est une tradition. Les ânes, les chevaux, comme les moutons et les chèvres, vagabondent dans toute liberté sur la voie publique, comme sur les propriétés. À Barbuda, le temps s'écoule paisiblement. Il semble même quelquefois bel et bien à l'arrêt, figé sur ce qui s'est passé ici. En septembre 2017, Irma, considéré comme l'un des plus puissants phénomènes cycloniques, avait frappé de plein fouet Barbuda, laissant un champ de ruines et un paysage de désolation. À l'époque, la totalité des 1600 habitants avait été évacuée en catastrophe vers l'île Sœur, faisant des Barboudiens les premiers réfugiés climatiques de la Caraïbe. Un traumatisme bien ancré dans les mémoires et même dans le paysage. Aujourd'hui encore, les images de cette nuit d'horreur et de l'exode hantent les Barboudiens. C'est le cas de cet homme de 64 ans. J'étais dans la chambre juste derrière quand cet ouragan est arrivé. C'est là que j'ai passé ce cyclone parce qu'on ne pouvait pas bouger, tu sais. Et je n'avais nulle part où aller. J'étais seul sous le placard qui était là jusqu'à ce qu'il nous déplace à Antigua les jours d'après. Après 3 mois passés dans un refuge à Antigua, Thomas est revenu sur l'île fin 2017, vivre dans les ruines de cette bâtisse familiale sans aucune aide à ce jour pour reconstruire. Ils m'ont dit, je ne suis pas le propriétaire de la maison. Tu comprends? Donc je n'ai reçu aucun matériau pour remettre la maison en état. Je ne suis pas le propriétaire. Je suis un membre de la famille du propriétaire. Mais c'est ma maison. Depuis l'ouragan, sa famille est installée à New York à couper les ponts avec Barbuda. C'est donc sous une tente que dort ce sans-abri. Une vie de misère pour ce plombier de métier, qui dispose à n'en pas douter d'une capacité de résilience à toute épreuve. C'est chez moi. C'est ma maison, tu sais, jusqu'à présent. Quasiment tous les Barboudiens ont passé plus ou moins de temps sous les bâches et les tentes. Ce Rasta nous montre le campement où il vit depuis son retour sur l'île. Un provisoire qui dure du fait des difficultés à financer la reconstruction de son chez-soi. Depuis l'ouragan, je vis dans mon jardin, installé ici, en attendant de terminer la maison. Dans son jardin, ces plants de marijuana, autorisés depuis la légalisation du cannabis médicinal, permettent, quand ils ne partent pas en fumée, un coup de pouce financier pour les travaux de la maison. Nous ne recevons aucune aide, on doit tout faire par nous-mêmes et faire soi-même. Ça prend plus de temps, tu sais. Compte tenu du mode de vie et de fonctionnement de ces insulaires, bâtir ou reconstruire une maison nécessite ici du temps et de la patience. Tout se fait sur fonds propres. Les Barboudiens bannissent les crédits bancaires, comme nous l'explique cet élu du conseil de Barbuda. Les Barbudiens n'ont pas de grosses charges. Ils n'ont pas de crédits immobiliers, parce qu'ils construisent leur maison petit à petit. Et donc quand elle est finie, ça leur appartient. Ils vont pêcher, attrapent quelques poissons, vendent le poisson, achètent quelques fenêtres. Ils vont chasser, attrapent un cerf, vendent le cerf, achètent quelques briques. Et cela nous a toujours aidés à survivre. Les Barboudiens n'ont pas le stress d'avoir à penser comment je vais payer mon hypothèque, comment je vais payer mon prêt. Pour rebondir,
Les Barboudiens misent sur l'entraide. Comme ici où voisins et amis s'attellent à recouvrir cette maison en coup de main. Pendant plus de 200 ans, la population de l'île a fonctionné avec un système foncier particulier. Les terres de Barbuda appartenaient à la communauté et les parcelles ne pouvaient être achetées ni vendues. Une pratique ancestrale défendue bec et ongles par le conseil de Barbuda, la plus haute autorité de l'île. Le système de propriété foncière a aidé à créer un niveau de coopération et d'entente communautaire qui est unique à Barbuda. Tous ensemble, nous possédons la terre. Il n'y a plus de maître au-dessus de nous. Nous la détenons ensemble, nous la partageons en commun, nous l'utilisons pour le bien-être de la population. Cette pratique codifiée dans une loi de 2007 a volé en éclats afin de permettre aux investisseurs étrangers d'acquérir des terres. À Saint-John, le chef de gouvernement a bataillé pour abroger cette loi foncière spécifique à Barbuda. À l'époque, cet ex-ministre de la Justice avait contribué à sa rédaction. Justin Simon défend aujourd'hui les droits à la terre des Barboudiens. L'affaire a été portée sans succès devant le Conseil privé de Londres, le tribunal de dernier ressort du pays. Les terres de Barbuda n'ont jamais été arpentées. Elles sont restées des terres publiques, les Barbudiens étant les occupants en commun. Ce que la loi foncière de Barbuda instituait, c'était de faire des Barbudiens les ayants droit de ces terres. Maintenant, ce que l'actuel gouvernement a fait, c'est de révoquer cette loi foncière, donc les pouvoirs publics deviennent le seul propriétaire. Et ils peuvent vendre, ils peuvent louer, et ils n'ont plus besoin de consulter le conseil de Barbuda, et ils n'ont plus besoin de la permission des Barbudiens. Libéré de cette contrainte, l'immobilier de luxe concrétise ses projets. À la pointe sud de Barbuda, villas et résidences haut de gamme sortent de terre. On prépare ce qui sera le royaume des super riches. Le projet a la bénédiction des autorités antillaises et est connu sous le sigle PLH. Pas moins de 150 villas et appartements sont prévus ici, autour d'un club de plage, considéré comme le ciment de cette nouvelle communauté exclusive. Pour en faire partie, il faut avoir un portefeuille bien garni. Les prix des villas s'envolent, mais cela ne freine guère la clientèle. Beaucoup sont déjà vendus. Une résidence, un appartement ou une villa, le minimum c'est 3 millions de dollars pour 4000 mètres carrés. Et ça monte à 5 millions, 7 millions, 10 millions. Je pense que le plus cher que j'ai entendu, c'est jusqu'à 15 millions de dollars. Donc les Barbudiens ont été choqués que le gouvernement de notre pays puisse voler la terre pour pouvoir la vendre à des intérêts étrangers. Ils s'en sont tirés avec 150 000 dollars par année pour 170 hectares de terre. C'est ridicule par les temps qui courent. Et donc ils se font un paquet d'argent sans tenir compte des dommages environnementaux que cela peut causer. Quand j'étais ministre des Affaires de Barbuda, j'étais d'accord avec le gouvernement et nous avons approuvé l'allocation de la terre parce que j'estimais que c'était un moyen de développement pour la population et cela pouvait générer des changements conséquents. Les gens seraient mieux, plus d'emplois, plus de développement sur l'île. C'est à Antigua, dans le bureau du Premier ministre, que le bail de 99 ans a été négocié. Gaston Brown a offert un pont d'or aux investisseurs, près de 300 hectares de terrain, la nationalité et de multiples exonérations. Le projet PLH est porté par des milliardaires nord-américains, notamment John Paul de Joria, qui a fait fortune dans les produits capillaires et la tequila,
Il y a aussi Michael Mellman, un magnat de l'immobilier de luxe déjà détenteur de plusieurs complexes résidentiels à travers le monde. La concession que nous avons donnée n'est pas plus attractive que celle d'autres pays. Si on n'est pas compétitif en termes de concessions, évidemment, l'investissement va autre part. Mais ce n'est pas arrivé. Nous avons attiré l'un des plus gros investissements du moment dans la Caraïbe et c'est le projet PLH, pour lequel on construit un certain nombre de luxueuses résidences. Et PLH, uniquement quand le projet deviendra pleinement opérationnel dans les prochains 18 à 24 mois, va contribuer à au moins 25 millions de dollars par an au trésor d'Antigua et Barbuda. Installée sur l'île depuis près de 40 ans, cette barboudienne d'adoption tient une table d'hôte. Elle propose petit déjeuner et souvenirs aux visiteurs. Originaire d'Angleterre, Claire a aussi lancé Barbuda Full, le seul site d'information de l'île. C'est une observatrice avertie. Elle considère ses promoteurs de PLH comme les nouveaux maîtres du pays. C'est une organisation qui a tellement d'argent qu'elle en a même plus que le gouvernement. Je peux le dire, je pense que le PLH est le gouvernement. C'est la situation dans laquelle nous sommes. Pour le succès de leur entreprise, les investisseurs ont réclamé un aéroport VIP et une piste capable d'accueillir les jets privés. Le gouvernement s'y est plié. À la surprise générale, une vaste zone de l'île a été défrichée au lendemain de l'ouragan pour ce chantier. La nouvelle piste, inaugurée fin 2024, est 4 fois plus longue que celle de Codrington. Selon le représentant parlementaire de Barbuda, les travaux réalisés presque en catimini ont été financés essentiellement par des fonds privés. Des sociétés privées financent la globalité de l'aéroport. Ils ont obtenu les droits exclusifs d'opérations aéronautiques pour 10 ans. Ils financent la piste, le terminal, ils financent tout. Le conseil n'a pas été consulté, la population de Barbuda non plus n'a pas été consultée sur ce projet. Et deuxièmement, ils l'ont fait à un moment où tous les Barbudiens étaient hors de l'île, puisqu'après l'ouragan Irma, toute la population avait été évacuée à Antigua. Nous étions vraiment choqués et indignés que tant d'efforts puissent être déployés pour construire un aéroport international alors que la population et les infrastructures n'avaient pas été prises en compte. Voici en image de synthèse le cœur du projet PLH. Créer un complexe résidentiel exclusif autour d'un parcours de golf. Sur ce site de 250 hectares dont les promoteurs ont obtenu la concession. Un golf 18 trous dessiné et aménagé par une grande signature. Et tout alentour, 400 luxueuses villas avec vue sur mer. Le hic, c'est que ce site est protégé par une convention internationale. Avant, on extrayait du sable ici, mais la zone a été sanctuarisée au nom de la sauvegarde de la biodiversité. Ces kilomètres de plage et de mangroves sont classés zone humide d'importance depuis 2015. Cette zone est protégée par la convention Ramsar, dispositif qui veille à ce que les mangroves soient en bon état. Il pourrait donc y avoir un désastre écologique à Palmetto Point si on commence à faire ce qu'ils ont déjà entamé, à savoir arracher 80 hectares de mangroves très proches du bord de mer. Les autorités centrales ferment les yeux sur ce qui se passe sur ce site. Les promoteurs ont le champ libre. Toutes nos requêtes d'interview sont restées sans réponse. Seul moyen de se rendre compte de l'avancée des travaux, marcher sur la plage afin d'atteindre leur propriété. Et derrière les dunes, certaines portions du golfe sont déjà bien dessinées. Le gazon, comme les abords aux petits soins, bien entretenu et abondamment arrosé. Un parcours de golf n'est pas le projet le plus respectueux pour l'environnement, spécialement pour les petites îles où nos ressources en eau sont très limitées et l'écosystème très fragile.
Donc toutes ces choses mettent en danger tout ce sur quoi nous nous appuyons parce qu'au point où ils en sont, ils doivent mettre des produits chimiques afin que le gazon reste bien vert. Et vous savez, sur cette île, l'eau, les pluies sont faibles et donc ça change tout pour nous. La question est de savoir si le changement est mieux pour nous ou mieux pour eux. À Codrington, cette question divise. Nous avons pris la température dans l'une des épiceries appelées pompeusement supermarché. Bien debout derrière sa caisse, la patronne l'est aussi dans ses propos quand on la questionne sur ses investisseurs étrangers. Oui, c'est bon pour les affaires, mais le business, ce n'est pas tout. Qu'est-ce qu'on peut faire avec l'argent quand tout sera parti ? Le gouvernement antiguais loue des terres et les investisseurs étrangers qui ont le plus d'argent en obtiennent. C'est à ça que nous sommes confrontés en ce moment. Nous vivons une période difficile en ce moment sur l'île. Nous obtenons des emplois. Ça aide les jeunes. S'ils veulent un emploi, ils peuvent aller les voir et en trouver. On peut en avoir si on veut travailler. Le conseil de Barbuda, principal employeur de l'île, est étouffé financièrement. Les autorités antiguaises ont réduit drastiquement les subventions. L'institution aux mains des opposants n'arrive plus à honorer ses charges salariales. Le conseil est en retard de 48 ou 52 semaines de travail, 6 mois de salaire. Tu ne peux pas tourner le dos à PLH. PLH est le sauveur. PLH, c'est comme le Jésus du moment. Si vous rejetez PLH, les gens ne pourront pas être payés. Ils n'auront rien comme argent. C'est très triste. Et c'est mauvais pour l'île. Parce qu'en fin de compte, qu'est-ce que nous obtenons en retour ? Couper l'herbe, nettoyer la maison, surveiller la porte, s'assurer que personne n'entre à l'intérieur. Nous n'avons pas à cuisiner parce que les riches voyagent en jet privé. Ils ramènent le chef, leur chef. Tout le monde vient en jet. Et qu'est-ce qu'on a en dehors de cela ? C'est ça que veut dire développement pour notre population ? Les Barboudiens prônent les valeurs de la nature comme alternative au développement. À l'extrême nord de l'île, sur la plage de Sable Rose, ils tolèrent un tourisme à petite échelle respectueux de l'environnement. Cet hôtel, accessible que par la mer, n'accueille qu'une poignée de clients venus jouer les Robinson dans des bungalows ultra confort. Ce concept d'hébergement très intimiste est réservé à une clientèle aisée, venue voir la vie en rose. Ils choisissent de venir pour la paix, pour la tranquillité. Et le plus souvent, ils sont juste attirés par la plage de sable rose qui nous entoure. Je pense que Barbuda restera un paradis intact et préservé. C'est ce que nous espérons tous. C'est un écosystème très fragile ici et c'est juste une petite niche sur le marché touristique qui pourrait être étendue juste à de petits hôtels pour embrasser la nature. Mais construire quelque chose pour que tous les nantis puissent venir ici, avec leur jet privé, qu'ils aillent jouer sur un parcours de golf 18 trous. Je ne pense pas que ce soit la vision de Barbuda. Barbuda, c'est la mer, c'est les gens. C'est l'une des îles les plus préservées et intactes de la Caraïbe. Nous devons protéger cette ressource naturelle. Je pense que si l'île reste verte, c'est très bien. Juste en face de Codrington, les restes de cet hôtel défigurent le littoral. L'établissement d'une centaine de chambres a sombré avec l'ouragan Irma. La structure en béton repose désormais en mer. Pour les Barboudiens, c'est le témoin emblématique des constructions contre nature et des agressions contre l'environnement. Une invitation à méditer sur les projets contestés. La terre reste ici sacrée et précieuse. Ses gardiens nourrissent toujours l'espoir de la sauvegarder. C'est ici que se referme votre émission. Merci de l'avoir suivi. Caraïbes revient le mois prochain. Belle soirée à toutes et à tous.